Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Tania Pachef. Tania est consultante et formatrice en santé environnementale et en nutrition. Elle est également porte-parole de l'association Cantine sans plastique. On discute notamment des actions de l'association, des polluants qui peuvent migrer depuis des matières plastiques, de l'engagement des parents dans des actions collectives et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Tania Pachef. Aujourd'hui, je suis avec Tania Pachef. Tania, merci de te joindre à moi. Merci à toi, Guillaume. J'ai souhaité échanger avec toi à propos des actions de l'association Cantine sans plastique et plus généralement des préoccupations liées aux matières plastiques, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Très bien. Alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter tes activités et ce qui t'a amené à t'engager avec Cantine sans plastique. Alors bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi je suis biochimiste de formation, je suis aussi nutritionniste, donc tout ce qui touche à l'assiette, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai aussi, je suis formée en santé environnementale et quand je me suis rendu compte que mon fils mangeait à la cantine il mangeait des repas qui étaient conditionnés et réchauffés dans des barquettes en plastique. Donc là, j'ai toutes les alarmes qui se sont mises à sonner en même temps. Et donc, j'ai essayé de trouver s'il y avait des parents qui avaient les mêmes préoccupations que moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'association Cantine sans plastique, qui s'était créée quelques mois avant que je me mette à cliquer et à cligner dans tous les sens avec ces alarmes. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'association Cantine sans plastique à titre bénévole. Et donc là, on est aux alentours des années 2016, 2017, 2018, quelque part par là. Enfin, je dis ça en rigolant parce que au moment où on s'est contacté, je pensais qu'on allait parler de cette période-là et qui a amené jusqu'à la loi qui traduit, tu vas m'en parler. Mais en fait, donc on enregistre là début avril 2025 et donc on sort en fait d'un revival. Le Ouais. sujet est revenu sur le devant de l'actualité. Donc effectivement, l'association Cantine sans plastique, en fait, elle a été créée officiellement début 2018, sachant que les parents qui l'ont créée, moi je n'étais pas au tout départ dans l'association. Les membres fondateurs, en fait, s'étaient rencontrés courant 2017 parce que justement, ils s'étaient rendus compte comme moi que leurs enfants mangeaient du plastique ou dans du plastique. Et la création de l'association a été très rapidement mise en parallèle avec les négociations pour la loi Egalim. Donc on s'est permis d'interférer dans ces sujets-là et effectivement de réussir à faire voter l'interdiction du plastique dans les cantines de la crèche à l'université. Et le vote de cet amendement a été fait en septembre 2018 et validé par le Sénat début octobre 2018. Donc on est en 2025, cette loi votée il y a très longtemps, puisqu'elle date de 2018, en fait, n'était applicable qu'à partir du 1er janvier 2025, ce qui nous paraissait être une éternité à l'époque. J'imagine que tu arrives avec des notions au moment où tu dis que tes alarmes, tes différents drapeaux rouges s'allument. En gros, ça part du principe que les matières plastiques sont d'une manière générale des matériaux qui sont relativement peu stables et qui peuvent libérer des substances qui migrent vers les aliments et des substances qui peuvent agir pour certaines d'entre elles, à des doses très faibles. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les plastiques, on le sait, alors à l'époque, on ne parlait que des plastiques à base de pétrole, les plastiques qu'on a surnommés pétrosourcés, et on connaissait déjà les risques de ces plastiques-là sur la santé. Au-delà du risque environnemental, c'est-à-dire un plastique devient un déchet et on ne sait pas trop ce que ça devient après en termes de recyclabilité, etc. Mais nous, ce qui nous importait particulièrement, bien sûr, c'était la santé de nos enfants. Et c'est toujours la santé de nos enfants. Et effectivement, il y avait déjà beaucoup d'études qui étaient sorties au niveau scientifique pour expliquer que dans les plastiques, en fait, se trouvent des molécules, des additifs, un peu comme dans l'alimentation. Vous savez, il y a des aliments qui ultra transformés qui contiennent des additifs.
qu'on qualifierait de cosmétique pour rendre joli quelque chose qui ne l'est pas forcément, eh bien en fait on a exactement la même chose avec les plastiques. On a des additifs parce que les plastiques sont différents, donc il y en a des plus ou moins souples, il y en a des plus ou moins colorés, il y en a des plus ou moins durs, et du coup ces additifs en fait on sait qu'ils posent problème. Il y a un autre élément aussi qui pose souci, c'est que justement, lors de la fabrication des matières plastiques, on a des nouvelles molécules qui sont formées au cours du processus de fabrication et qui sont totalement incontrôlables. Et ces molécules-là, on sait aujourd'hui qu'elles peuvent être source de toxicité. Donc, quand on sait ça et qu'on voit que les enfants ont des repas entrées, plats, c'est-à-dire la partie protidique, les légumes ou les féculents qui proviennent de plusieurs barquettes différentes, bah, là ça fait très peur. Et en plus de ça, on a aussi des données scientifiques sur les périodes de vulnérabilité aux toxiques. On sait que à certaines périodes de la vie, on est plus ou moins vulnérables à ces expositions à des perturbateurs endocriniens notamment. Et bah, les enfants, en fait, ils en font partie, de la crèche à l'université, puisqu'on va, on va passer la période des 1000 jours, on va passer la période de l'adolescence. Enfin, voilà, donc on s'est dit, c'est quand même assez incroyable que les faits scientifiques des risques sur la santé soient établis, mais que pour autant, on se retrouve dans des milliers et des milliers de cantines dans cette situation qui, en fait, expose les enfants à des perturbateurs endocriniens avec toutes les pathologies qui peuvent en découler. Ouais, je voulais d'ailleurs partager une anecdote. J'ai lu le livre de l'association. Je voulais juste saluer le travail d'investissement associé. Je trouve que c'était assez impressionnant. Merci. Et notamment, j'ai une anecdote où, pour revenir sur cet aspect faible dose, je crois qu'à un moment, vous demandez à une collectivité, peut-être celle de Bordeaux, mais c'est plus très clair dans ma tête, vous lui demandez des compositions ou des tests. Et en fait, vous allez jusqu'à regarder dans les tests. Et donc, en gros, la communauté vous dit, bah, regardez, il n'y a pas de problème, c'est pas détecté. Et en fait, vous allez jusqu'à dire, mais c'est quoi la limite de détection de la méthode? Et en fait, vous vous rendez compte qu'elle est beaucoup trop haute et donc elle ne pourra jamais capter une dose faible. Je dis ça parce que dans mon métier, je fais des tierces expertises et enfin, ça fait partie des choses que je relève, qu'on imagine relativement pointu quand même comme analyse. Donc, je voulais saluer l'investissement et deux, oui, je me demandais comment tu étais arrivé à. Donc, c'est une motivation pour rentrer dans ce niveau de technicité. Donc, tu arrives avec un bagage, comme tu le disais. En fait, c'est le choc au départ de la barquette en plastique qui t'est servi à l'école avec tes enfants. Et tu dis à ce moment-là, je m'engage à fond, quoi. Bah, en fait, on a la chance à l'association d'avoir de multiples compétences. C'est-à-dire que les parents, bah, en fait, c'est des parents comme tous les parents que tu pourrais trouver dans une classe si tu vas dans l'école d'à côté en bas de chez toi. Et donc, on a des parents scientifiques, on a des parents chercheurs, on a des parents soignants, on a des parents qui vont être plutôt juristes, etc. Et on a des parents aussi, notamment une des membres fondatrices, en fait, qui travaillait, enfin, enseignante-chercheur en sciences politiques. Donc en fait, en combinant toutes ces compétences-là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose de très intéressant justement pour contre-argumenter ou argumenter face à des collectivités qui finalement ne font que répéter ce que leur racontent leurs fournisseurs. Et on s'est aussi tourné, nous, vers des chercheurs. Alors, il se trouve que dans les membres fondateurs, effectivement, on a quelqu'un qui est spécialiste en sciences politiques, donc ça nous a beaucoup aidé pour la loi Egalim. Et il se trouve aussi qu'on avait un chercheur en biologie moléculaire. Donc, on a rassemblé voilà, nos savoirs, nos compétences, nos expertises, et c'est grâce à ça justement qu'on a pu se rendre compte que les analyses qui étaient fournies dans la ville que tu as citée, en fait, n'étaient pas du tout rassurantes. Dans cette ville aussi, il y avait de la vaisselle en plastique qui était, entre guillemets, garantie sans bisphénol A. Bon, on a fait analyser, on a demandé à ce que la vaisselle soit analysée. Finalement, il y avait du bisphénol A. Donc, il faut aussi faire très attention et toujours mettre en doute, c'est le propre de la science, hein, c'est de toujours douter et de ne jamais être sûr de ce qu'on trouve. Et donc, il faut recommencer et recommencer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rendu compte que la vaisselle qui était utilisée à Bordeaux, en fait, contenait du bisphénol A. Et on a demandé à ce qu'elle soit retirée de l'usage des cantines, effectivement. Je trouve que l'exemple de cantine sans plastique m'a paru très inspirant à mon niveau. Je vois
Quand j'échange avec des parents autour de moi, ce que moi je vois, un schéma qui revient régulièrement, c'est dans un premier temps un besoin, je dirais presque animal, quoi, de maîtriser les risques pour ses enfants avec un Oui, certain nombre de bonnes pratiques de référence. Et une fois qu'il y a un certain niveau de maîtrise qui est atteint, je vois spontanément les parents se tournent vers l'extérieur, quoi, en disant, bon, bah, il y a certaines expositions qui sont liées à des acteurs extérieurs au cercle de la famille. Et donc, il y a un besoin d'action collective pour réduire ces expositions. Et je trouvais que ouais, l'exemple de cantines en plastique était vraiment inspirant en ce sens. Ouais. bah, c'est vrai que c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert l'association qui venait de se créer, c'est qu'en fait, c'était des parents un peu partout en France en fait qui s'étaient rassemblés en se disant bah en fait on vit tous la même chose et il faut qu'on avance ensemble parce que si on avance chacun dans notre coin, en fait, on va pas aller assez vite. Et ce partage d'expertise, de connaissances et de compétences, en fait, il a été hyper moteur finalement. Les trois villes, les trois spots, le premier spot c'était Strasbourg, où là on a Ludivine qui avait monté un collectif déjà, qui avait alerté avec les médias, etc. Et puis justement, comme elle a alerté avec les médias, il y a des articles qui sont sortis dans la presse et du coup les autres parents de Bordeaux et de Montrouge, en fait, ont trouvé ces articles-là et se sont mis en lien, pardon, avec Ludivine à Strasbourg. Et c'est comme ça, en fait, que l'association, elle a vu le jour. Parce qu'ils se sont dit, bah, si on est à 3 endroits différents de France, avec exactement la même situation, c'est que potentiellement, il y a un petit peu ça partout. Et quand l'association a été créée, finalement, ils ont commencé à recevoir des appels de partout en France où les parents disaient, bah oui, moi aussi, je vis ça. Et donc l'idée, c'était de se mobiliser pour déjà partager les choses que nous, on savait et que les parents ne savaient pas forcément. Parce que comme je disais tout à l'heure, finalement, les plastiques, il y a une conscience de l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'un plastique, ça devient un déchet. Mais il n'y avait pas forcément, et il n'y a toujours pas d'ailleurs, je trouve suffisamment, la notion de risque pour la santé. Donc nous, en fait, on essayait de tirer un peu toutes les ficelles pour toucher les parents. Il y a des parents qui vont se mettre à lutter contre le plastique parce que leur problématique à eux, c'est de diminuer les déchets. Il y en a d'autres qui vont lutter parce que c'est un risque pour la santé. Et il faut en fait essayer de toucher les différentes causes qui vont toucher les parents pour justement avoir des parents qui vont effectivement se regrouper de manière collective. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a appris nous aussi individuellement, c'est que seul, en fait, c'est hyper compliqué. C'est très rude. Ça peut être très difficile. Moi, personnellement, dans ma ville, ça a été vraiment un combat physique et psychologique presque, mais beaucoup psychologique où voilà, j'ai été vraiment très heurtée par la mairie avec laquelle je me suis mise à poser toutes ces questions, etc. Et on a eu des parents comme ça dans d'autres villes qui vraiment étaient très très malmenés, maltraités même par les collectivités parce que c'est des sujets qui font très très vite monter dans les tours. Dès qu'on parle à la santé des enfants, finalement, ça devient compliqué. En tout cas, c'est un sujet vraiment chaud, entre guillemets. Ok. Je voulais revenir sur ce que tu disais en termes de. Donc, si on part sur l'aspect santé environnementale, Oui. on regarde l'ensemble des recherches que vous avez pu faire avec l'association. Au, au global, quand vous échangez avec des parents au-delà du contexte collectif cantine, qu'est-ce que tu en tires, toi, comme bonne pratique qu'on peut mettre en œuvre au niveau du cercle familial? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu fais chez toi et qu'est-ce que tu conseilles à des parents qui viennent te demander quelles bonnes pratiques ils peuvent mettre en place chez eux? Alors, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire parce que finalement, quand on commence à s'intéresser à ce sujet des plastiques, et notamment en alimentation, en fait, on se rend compte qu'on a des plastiques un peu partout dans le frigo, dans la cuisine. Et donc, l'idée, c'est de faire. Alors, il faut pas devenir obsessionnel parce que si tu sais que le plastique, ça peut être dangereux pour la santé et que tu en vois partout, tu te dis, oh là là, mon Dieu, je suis foutu. Et du coup, tu peux être complètement comment dire, Paralysé, quoi. paralysé, voilà, je cherchais le mot. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, quel est le truc le plus simple que je peux changer le plus facilement possible et peut-être qui va me coûter
pas très cher, voire rien du tout. Donc moi j'aime bien commencer par les contenants alimentaires qu'on utilise peut-être pour amener son repas quand on travaille. Il n'y a pas forcément un bureau, une cantine ou une cuisine. On est de plus en plus nombreux à amener nous-mêmes notre gamelle, entre guillemets. Et en fait, souvent, avant, les personnes mettaient leur repas dans des contenants en plastique qu'ils réchauffaient directement dans un micro-ondes, par exemple, dans un four à micro-ondes. Et ce qu'on sait aujourd'hui, mais ça on le sait vraiment depuis longtemps, hein, c'est que la migration de molécules potentiellement toxiques du plastique vers le repas qui est dans ce contenant-là, en fait, va être majorée par la hausse de la température. Alors ça ne veut pas dire que ça ne migre pas à froid, hein, ça migre à froid, mais c'est augmenté avec la montée en température. Et il y a un autre élément qui est hyper important, c'est que quand tu mets des aliments qui sont gras ou acides ou les deux, et ben ça aussi, ça va augmenter la migration. Donc moi je le dis aux gens, réchauffez dans du verre, ou si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de votre emballage en plastique, mettez dans une assiette et réchauffez après au micro-ondes, mais ne le réchauffez surtout pas au micro-ondes. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un contenant inerte, réutilisable et durable, entre guillemets, sans risque pour la santé. Donc là, on est plutôt sur du verre pour aller au micro-ondes. Et si c'est un repas qui ne nécessite pas d'être réchauffé, on peut, ou qu'on peut transvaser dans un autre contenant, eh bien, il existe des boîtes en inox qui sont tout à fait pratiques et beaucoup plus légères d'ailleurs que le verre. Voilà, ça c'est une première piste. Après, moi j'aime bien parler des yaourts. Parce que les yaourts, quand tu vas dans le rayon du supermarché, le rayon yaourt, il est assez effrayant. Il y a des centaines de références. Et en fait, à part quelques références, tout est dans des pots en plastique. Alors, c'est du polystyrène. Le polystyrène, aujourd'hui, c'est le numéro 6 dans le petit triangle. Il n'est pas, entre guillemets, trop montré du doigt, sauf que le styrène, lui, il est classé comme étant cancérogène. Donc, bon, déjà, on peut se poser une question du polystyrène. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les petits pots de yaourt, en fait, on ne sait pas les recycler. Il n'y a pas de filière aujourd'hui. Donc, un petit yaourt dans un pot en verre, ok, ça pèse un petit peu plus lourd, mais il y a une filière de recyclage pour le verre. Et du coup, je prends moins de risques, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les yaourts, ils sont mis à chaud dans les pots. Donc, tu as un risque de migration au moment de la fabrication, après pendant le stockage. Et on disait tout à l'heure que quand c'est gras ou acide, ça va migrer. Un yaourt, c'est gras. Alors, c'est pas très gras, c'est vraiment minusculement gras, c'est moins de 2 grammes de gras par pot de yaourt. Mais par contre, ça devient acide, parce que comme ça fermente, il y a une petite acidité. Donc, est-ce qu'on mange réellement qu'un yaourt, ou est-ce qu'on mange un yaourt avec des perturbateurs endocriniens? On peut se poser la question. Donc un petit pot en yaourt, un petit pot en verre, si on en mange plusieurs fois par jour, c'est intéressant de changer de contenant, parce que, on l'a dit tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens notamment, on a des périodes de vulnérabilité. Tu as très justement dit qu'ils pouvaient agir à des doses extrêmement faibles. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est l'exposition. Donc si je mange 3 fois par jour un yaourt qui est dans un petit pot en plastique, j'ai mon exposition qui est assez élevée finalement. Si j'en mangeais qu'une fois par mois, ce ne serait pas bien grave. Mais si j'en mange tous les jours, 3 fois par jour, là, l'exposition, elle est réelle. L'exemple des yaourts, ça me faisait penser à un sujet que tu avais abordé quand on préparait l'échange. Tu me disais, mais en fait, on pourrait extrapoler à ces enjeux de cantine sans plastique. On regarde le rayon pour enfants au supermarché, il y a quand même énormément de plastique dedans, et il y a certainement des actions très fortes à faire par la suite sur ces aspects-là. Alors, je t'avoue que c'est un petit peu ce qu'on est en train de préparer depuis déjà quelques années, parce qu'effectivement, comme on a réussi à faire passer cette loi en 2018, même si on a dû attendre 2025 pour l'application, et aujourd'hui, l'application est officielle, mais les collectivités ne sont pas encore forcément toutes, ne se sont pas toutes mises en ordre de marche. Donc ça aussi, on est en train de surveiller ça. Mais effectivement, ça fait plusieurs années qu'on a en tête d'aller s'attaquer à ce marché-là. Parce qu'en fait, les cantines, c'est 1 fois par jour, 4 fois ou 5 fois par semaine. Il n'y a pas souvent de la cantine le mercredi, mais imaginons
qu'il y en ait, ça fait 5 fois par semaine. Or, on a dit que c'est l'exposition et la récurrence de l'exposition qui augmente les risques de développer des pathologies. Et donc, il y a plein de parents, bien sûr, qui n'ont pas le temps de faire eux-mêmes les petits pots, les petits plats des enfants, et on les comprend et on ne juge pas. Par contre, effectivement, quand tu vas dans un magasin, dans ce rayon-là, c'est exactement comme les pots de yaourt, c'est la catastrophe en fait. Alors les chiffres sont forcément faux parce qu'on n'a pas analysé à la référence près, mais c'est plus de 80% de l'offre qui est emballée, conditionnée dans des contenants plastiques, de la gourde aux petits pots, aux petits plats, et surtout dans les recommandations sur l'emballage, pour réchauffer, on vous dit, il n'y a pas de problème, vous réchauffez ça au micro-ondes ou au bain-marie à même le petit pot. Mais la réalité, c'est que si ça pose problème, parce que justement, on a vu que ça augmentait les risques de migration et que les plastiques, aucun plastique aujourd'hui n'est inerte. Donc ça veut dire qu'on expose plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par repas, parce que tu as un petit pot salé, tu vas avoir un petit pot sucré, peut-être un petit plat salé que tu vas... Enfin voilà, c'est en termes d'exposition, en fait, là, on est sur une exposition beaucoup plus importante et beaucoup plus récurrente. Il y a le goûter aussi. N'oublions pas que les enfants ne mangent pas que 3 fois par jour, surtout les petits. Il y a le midi, il y a le goûter, il y a le soir. Des fois, il y a encore d'autres petits repas parce qu'ils ont des petits estomacs, donc ils aiment bien manger en petite quantité. Donc oui, effectivement, notre objectif, c'est justement d'aller sur ce terrain-là et de faire en sorte que les enfants soient réellement protégés et que les parents n'aient pas à se poser de questions. Là, aujourd'hui, les parents qui achètent des repas qui sont conditionnés dans du verre, eh bien, d'une certaine manière, ils protègent un petit peu leurs enfants. Après, ça dépend de ce qu'il y a dans le pot, bien sûr, mais ce contenant en verre qui est inerte, réutilisable et recyclable, oui, c'est quelque chose qu'on a envie d'encourager et surtout de protéger, encore une fois, la santé des bouts de chou. Je ressoulignais l'aspect faible dose et les difficultés parfois de l'engagement que vous avez eu. Ça me faisait penser à un passage, je me l'étais noté, un passage du livre, voilà, je cite. Toutes les discussions, débats que nous avons eus avec des parents, des amis, révélaient toujours la même croyance, ces molécules ne peuvent pas être toxiques, sinon elles seraient interdites. Un Oui. scandale sanitaire n'est pas possible, ils ne feraient pas ça. Est-ce que tu peux développer? Je trouve que c'était hyper intéressant c'est des choses que je vois aussi autour de moi. Alors, que ce soit pour l'alimentation, pour les cosmétiques, pour les produits détergents, moi, dans mon métier, je parle de tous ces sujets-là, puisque ce sont des facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Mais en fait, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que on est un petit peu naïf, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est protégé par l'institution, par la réglementation, et on se dit jamais que ça ne viendrait pas à l'idée de nous dire qu'un produit est vendu alors même qu'il peut être dangereux pour ma santé. Et nous, en fait, c'est ça qu'on a remis en cause. C'est de dire, bah si, en fait, ce produit, il est peut-être dangereux. Le produit que tu achètes en tant que tel, je dis n'importe quoi, si c'est un plat préparé, des lasagnes, ou alors c'est un mauvais exemple, les lasagnes, mais imaginons un autre plat préparé, tu ne penses pas du tout que l'emballage va être un risque pour ta santé. Tu penses d'abord que tu vas manger le plat préparé que tu aimes bien. Et c'est vrai que systématiquement, et même encore aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, si c'est vendu, c'est que c'est pas dangereux. Or aujourd'hui, pour plein de secteurs différents, pour plein de produits différents, ce n'est pas vérifié. Contrairement, par exemple, si on peut faire un parallèle avec, par exemple, l'industrie du médicament. Alors, je ne dis pas que l'industrie des médicaments est parfaite, mais avant une mise sur le marché, il y a des années et des années et des années d'expertise, d'études, etc., pour pouvoir avoir une notice avec les effets indésirables. Donc, quand le médecin choisit de te prescrire ce médicament, il fait la balance bénéfice-risque, il connaît les risques, mais peut-être qu'il va te le prescrire quand même parce que tu as un besoin particulier à un instant T. Pour les emballages, en fait, on n'a pas ça. On a une mise sur le marché, mais on n'a pas d'analyse de toxicité en amont. Il y a une réglementation qui existe pour les matériaux au contact alimentaire, mais elle a énormément de trous dans la raquette parce qu'en fait, elle est obsolète, elle est ancienne et elle n'est pas à la hauteur
des enjeux actuels. Et c'est bien là, nous, le point sur lequel on appuie le plus, c'est qu'en fait, il y a besoin d'avoir une réglementation qui soit beaucoup plus protectrice que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a un millefeuille de réglementation qui se croisent, qui se superposent, donc on a l'impression que c'est super, mais en fait, les trous, il y en a un petit peu à tous les étages, et souvent les trous se retrouvent au même endroit, et donc on se retrouve avec, par exemple, des perturbateurs endocriniens avérés qui sont pour autant autorisés. Et comme on a dit tout à l'heure que des faibles doses peuvent être à l'origine de développement de pathologies, et bien là, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a des faibles doses qui sont autorisées. Donc, cette réglementation, elle n'est pas en lien avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, à savoir que l'exposition fait le poison, entre guillemets, et les faibles doses ont un effet, et non pas attendre d'avoir des énormes doses pour avoir un effet comme, par exemple, quand tu veux empoisonner quelqu'un, plus tu mets du poison et plus tu es sûr que ça va fonctionner. Là, c'est pas le cas. Tu mettras une petite goutte dans une piscine et tu pourras avoir un effet. Et puis en plus, dans le cadre du processus réglementaire à différentes étapes, comme tu disais, il y a aussi des phases de négociation entre différents profils d'intérêt. Je crois que vous le rappelez dans le livre, j'avais vu aussi cette idée que je trouve intéressante dans la littérature, où vous disiez, bah, en fait, parmi les gens qui sont en train de négocier, il n'y a pas de partie des enfants, quoi. Il n'y a pas de gens qui sont là pour Oui. défendre leur cas spécifique avec leur vulnérabilité spécifique que tu as rappelé. Et moi, il me semble que c'est intéressant à avoir en tête parce que nous, on a la responsabilité de nos enfants, d'avoir en tête comment les réglementations se font pour en tenir compte et éventuellement rajouter un niveau de prudence dans la manière dont on gère les risques au quotidien. Les enfants, bah, ils sont trop petits pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire que nous, quand on s'est rendu compte de ça, moi, je m'en suis rendu compte, mon fils était en maternelle. Bon, il est très bavard, mon fils, mais c'est pas pour autant qu'il va me dire: «Maman, je mange dans une barquette en plastique». Quel enfant va dire ça à ses parents? Je m'en suis rendu compte comment, et les parents qui ont créé l'association s'en sont rendus compte comment. En fait, ils se sont fait élire en tant que parents d'élèves, tu sais, dans les listes, tu peux être parent d'élève élu à l'école pour pouvoir participer à la vie de l'école, etc. Et moi, évidemment, en tant que nutritionniste, j'ai pris l'option commission menu. Et donc, je suis allée déjeuner à la cantine. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte. Mais si je n'avais pas déjeuné à la cantine, mon fils aurait fait toute sa scolarité à manger dans du plastique et je m'en serais même pas rendu compte. Donc, il faut aussi un petit peu d'investissement de la part des parents, à minima se faire élire dans une liste pour pouvoir avoir accès à des informations, parce que ça, c'est pas affiché. À l'école, quand tu y vas, tu as le menu qui est affiché, mais on te dit pas dans quoi c'est emballé. Grâce à la loi Egalim, on a maintenant, alors encore une fois, c'est pas forcément appliqué partout, mais une obligation de label de qualité, de produits biologiques, etc. Quand tu lis les menus, c'est super, c'est parfait. Tu dis, waouh, mon enfant, il va super bien manger. Sauf que si c'est super, que c'est bio, que c'est équilibré, etc., mais que c'est emballé, réchauffé dans du plastique, c'est quoi l'intérêt? Nous, c'est ça, en fait, qu'on a mis en avant. C'est de dire, bah, en fait, on casse tout l'intérêt de faire attention à la nourriture qu'on va cuisiner, en l'emballant et en la réchauffant et en la rendant, je vais prendre un mot un peu fort exprès, mais en la rendant potentiellement toxique. Et c'est là qu'on est complètement à côté de la plaque, finalement. Si tu pouvais remonter dans le temps, quel conseil tu donnerais aux jeunes parents que tu étais, à la jeune mère que tu étais, en matière de santé environnementale, en particulier pour les plastiques? Alors, en tant que jeune parent ou futur parent, vraiment sincèrement, c'est de faire le ménage de tout ce qui va être en plastique, et en particulier dans la cuisine. Mais en tant que jeune parent, bah, la chose la plus simple, c'est les biberons, hein. Les biberons, il existe des biberons en plastique, bien sûr. Il existe des biberons en verre, il existe des biberons en inox. Évidemment, le conseil, ce serait d'éviter de ne pas du tout utiliser des biberons en plastique, parce qu'en fait, aujourd'hui, encore une fois, on sait que les plastiques ne sont pas inertes, quel que soit le plastique ou le type de plastique ou le numéro du plastique que vous allez retrouver. Petite anecdote, le bisphénol A a été interdit dans les biberons dans les années 2010, début 2010 en France. On a été précurseurs, donc ça, c'était super. Et du coup, tous les biberons qui ont été commercialisés à partir de cette date-là, en plastique, étaient affublés d'une mention sans bisphénol A.
ce qui était super. Et ça a rassuré les parents, moi la première, hein, mon fils est né en 2009, donc j'ai acheté des biberons pour lui donner de l'eau en plastique sans bisphénol A. Je me suis dit, bah voilà, un peu comme tout à l'heure on disait, on ne vendrait pas quelque chose qui pourrait être toxique. Et donc à l'époque, on s'est dit, super, il n'y a plus de bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien, pardon, donc ce biberon, il est safe. Sauf qu'en fait, 10 ans après, on s'est rendu compte, grâce aux chercheurs, encore une fois après la mise sur le marché, que en fait, les bisphénols qui ont remplacé le bisphénol A, parce que les industriels, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur interdit le bisphénol A. Ils sont allés chercher dans la famille des bisphénols, il y a une trentaine de molécules dans la famille des bisphénols. Ils sont allés chercher les cousins ou les petits frères ou les sœurs du bisphénol A. Donc, il y en a plein d'autres, les F, les S, les B, etc. Et en fait, aujourd'hui, scientifiquement, ce qu'on sait, c'est que les bisphénols qui ont été mis pour remplacer, pour substituer le bisphénol A, sont pires que le bisphénol A. Pour autant, ils ne sont pas interdits. Donc, méfiez-vous des allégations sans machin ou sans bidule, parce que, ok, on a enlevé une molécule, mais par quoi on l'a remplacée? Donc, vraiment, le message que je pourrais faire passer pour les futurs parents, c'est de dire, ok, on sait que les plastiques, c'est pas bon, donc on n'essaye pas de trouver un subterfuge sans bisphénol A ou sans je sais pas quoi. On prend quelque chose pour lequel on est certain que ça n'a aucun risque. Et le verre en fait partie. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, tu as souligné aussi l'inox. Moi, je crois que je suis venu à ça très tardivement. Je crois que c'était dans un atelier nesting où la personne avait Oui, apporté un biberon en inox, enfin plein d'ustensiles que j'imaginais pas disponibles en version inox. C'était intéressant. Je voulais aussi en profiter puisque tu parlais de la thématique biberon. Je t'ai entendu à plusieurs reprises dans tes prises de parole. Euh, je sais pas, débunker entre guillemets l'idée que en fait il va y avoir du verre partout cassé, que ça va beaucoup casser. Je crois que tu citais des statistiques rassurantes de crèches que tu avais accompagnées dans tes activités. oui, alors dans mes activités, effectivement, j'accompagne des crèches à faire, entre guillemets, à proposer un environnement sain d'accueil pour les tout petits et aussi pour les agents des crèches. Et en fait, souvent, ce sont les adultes finalement qui ont peur parce on va les obliger entre guillemets à changer de pratique et bah ça forcément ça fait peur. Mais finalement, quand c'est installé, on se rend compte que tout se passe bien et en fait les enfants, bah, ils vivent pas à la même hauteur que nous. Donc le verre quand il va tomber de beaucoup moins haut et donc les risques de casse sont beaucoup plus bas que si c'est un adulte qui fait tomber. Les verres des biberons sont aussi assez épais, justement pour limiter les risques de casse. Donc finalement, c'est des peurs d'adultes et les enfants s'habituent très vite. Quand on repasse aussi à de la vaisselle, en céramique, en verre ou en inox, encore une fois, c'est les adultes ou les petits verres, c'est les adultes qui ont peur, mais finalement les enfants, bah, ils comprennent assez rapidement. Alors oui, il peut y avoir, des petits accidents au début parce que c'est ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce type de matériel. Puis très rapidement, finalement, ils s'y font. Les enfants, c'est hyper résilient, ça s'adapte très très vite. Enfin, ils s'adaptent, pardon, très très vite et finalement, ça se passe très bien. Il y a l'exemple aussi, alors là, c'est plus effectivement en crèche, en collectivité, de la ville de Limoges, qui, dès 2019, s'était engagée à ne plus exposer les enfants aux perturbateurs endocriniens dans les crèches de la ville. Et pour ce faire, ils ont mis en place toute une grande réflexion pendant pas mal de temps et ils ont proposé un espèce de concours auprès des lycées techniques. Alors, la ville de Limoges, voilà, c'est la capitale de la porcelaine. Et en fait, il y a des groupes d'étudiants qui ont proposé des petits plateaux en porcelaine compartimentés qui sont super mignons pour justement éviter l'usage des classiques assiettes, verres, couverts en plastique ou en mélamine. Hein, c'est malheureusement encore beaucoup le cas. Et, et donc déjà, l'objet est vraiment super mignon. Ça a permis de redynamiser l'économie locale parce que ce plateau, aujourd'hui, il est fabriqué depuis le début par une entreprise locale. Donc ça, c'était aussi formidable. En fait, on est un peu dans comment dire, les co-bénéfices, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'économie locale. Et finalement,
tout le monde avait peur que ça casse. Ça casse très peu, mais vraiment très très peu. Et il a été étudié aussi de manière à ce que quand il se casse, il n'y ait pas de risque pour les enfants. Donc avec le recul aujourd'hui, en fait, ils sont ravis d'avoir fait ce choix. C'est rigolo parce qu'en fait, au fond de chaque petit compartiment, il y a un petit animal qui est dedans, qui est dessus. Donc les enfants mangent pour découvrir le petit animal. Et voilà, et tout le monde est content en fait, que ce soit les agents, les enfants, etc. Et en termes de risque de casse, finalement, c'est extrêmement faible. Ok. C'est effectivement, c'est enthousiasmant comme exemple. J'en profite que je t'ai avec moi, donc on disait que tu es consultante formatrice, donc tu accompagnes différents types de structures, pas seulement sur la thématique plastique, sur la thématique santé environnementale en particulier, d'une manière générale. Je t'ai vu dans certaines interventions mettre en avant, parce qu'une des problématiques que peuvent avoir certains parents, c'est, ok, des labels, il y en a plein, des applis, il y en a plusieurs, et il me semblait que tu avais un avis, enfin je parle sous ton contrôle, est-ce que est-ce qu'on peut se quitter avec ton éclairage sur quelques labels qui te paraissent particulièrement performants et quelques applis que tu recommandes dans la jungle des... Tu parles du coup du monde de l'alimentation ou de manière plus générale pour les enfants? Je parlais de plus général, Plus en général? profiter juste que tu étais là. J'ai vu que tu avais un moment insisté sur Inky Beauty, par exemple, et je me disais que tu avais peut-être deux, Oui. trois points de repère que tu estimais plus fiables que les autres c'était un savoir utile à transmettre quand Ouais, tu es avec nous. merci pour ta question. Effectivement, je trouve que pour les produits de beauté, Inky Beauty, l'application Inky Beauty, INCI Beauty, est assez intéressante. Et elle est remise à jour très régulièrement et notamment au regard de la réglementation, parce que la réglementation bouge beaucoup. Donc celle-là, elle est très bien. Pour tout ce qui est alimentation, mais c'est transposable aux cosmétiques, mais aussi aux jouets et aux textiles. Évidemment, on parle de l'alimentation, mais les voies d'entrée des molécules qui peuvent être polluantes, c'est évidemment ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire et c'est aussi ce qu'on se met sur la peau. Donc, tout ce qui va être finalement, les labels sont assez proches. Donc, pour la nourriture, on a les labels bio. Alors, les plus restrictifs, c'est Déméter et Nature et Progrès. Si vous pouvez avoir bio, Déméter et Nature et Progrès, là, vous êtes tranquille. Vous avez pour les cosmétiques aussi des labels éco-certifiants, entre guillemets, c'est un mot que j'invente, mais vous avez EcoCert, vous avez Natrou, vous avez, ça c'est un label allemand, mais qu'on peut retrouver en France. Il y a aussi le label en cosmétique Nature et Progrès, qui encore une fois a le cahier des charges le plus restrictif. Et si moi je peux rajouter ma petite couche personnelle, c'est même si c'est du bio ou du Nature et Progrès, etc., essayer d'avoir un emballage en verre plutôt qu'un emballage en plastique, parce que ce qu'on a dit pour l'alimentation est aussi valable pour les produits cosmétiques. Enfin, sur tout ce qui est textile, etc., vous avez aussi des labels qui vont vous garantir l'absence, par exemple, de molécules qui auraient été utilisées, pardon, pour colorer les tissus. Là, vous avez, alors, on va dire le label de base, c'est Ecotex. Maintenant, il y a un label Ecotex Green. Vous avez GOTS, vous avez des labels du nord de l'Europe, Blue Angel, etc. Voilà, vous avez pas mal de choses qui existent aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir de manière transversale, ce conseil, il est valable pareil pour tous les secteurs, alimentation, textile, cosmétique, etc. Plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. C'est-à-dire que s'il y a des ingrédients ou des composants que vous ne comprenez pas, ben, posez-vous la question, est-ce que je ne peux pas trouver un produit qui pourrait être un peu plus simple finalement. La simplicité, alors je ne dis pas que c'est vrai pour 100% des cas, hein, mais la simplicité est souvent gage de moins de risques. En cosmétique, par exemple, on peut très bien se débrouiller avec... j'ai eu encore la question hier soir, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me dit, bah écoute Tania, voilà les cosmétiques, je m'achète tel label, mais c'est emballé dans du plastique, qu'est-ce que tu en penses? Alors du coup, je lui ai répondu ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire évidemment, ce serait mieux si le pot était en verre plutôt qu'un tube en plastique, mais je lui dis, bah tu sais, si tu cherches peut-être tel ou tel objectif pour ta peau, en fait, les huiles végétales fonctionnent très bien. Il y a plein d'huiles végétales différentes qui peuvent être emballées dans des petits flacons en verre. En verre.
Rappelez-vous, hein, quand c'est gras, ça migre plus, donc on va chercher du vert. Et en fonction de la composition de l'huile, finalement, on va avoir telle ou telle visée presque thérapeutique, hein. Tu peux avoir de l'huile de germe de blé, de l'huile d'argan, de l'huile de, je sais pas quoi, moi, jojoba, etc. Donc après, en fonction de ce que tu vas rechercher, bah, tu choisis l'huile qui est adéquate. Et là, pour le coup, bah, tu as un seul composant, donc tu sais ce qu'il y a dedans. Moi, je trouve ça Ok, assez intéressant. Là. Plus c'est court, moins c'est risqué. ça marche. Merci pour l'éclairage. Euh, Imaginons qu'un parent soit découvre complètement, soit découvre l'ampleur des enjeux sur la thématique de notre échange, donc les plastiques, les enjeux pour les enfants, et qu'il ait envie de contribuer. Où est-ce qu'on peut l'orienter préférentiellement? Alors, bah, déjà, ils peuvent nous contacter et puis, le plus percutant, le plus efficace, en fait, c'est comme j'ai dit tout au début de notre échange, c'est de ne pas rester seul et de solliciter des parents autour de soi au niveau local. Parce qu'en fait, c'est vraiment à chaque fois, quand cette situation se présente, finalement, c'est vraiment quelque chose au niveau local qu'il faut mettre en œuvre. Nous, on peut aider justement sur les grandes lignes, envoyer les références des textes réglementaires, etc. Bon, maintenant, ils commencent à être connus et on les a publiés sur nos réseaux et sur le site internet, mais c'est vraiment un petit noyau qu'il faut créer. Il ne faut pas rester seul. Il faut s'entourer d'autres parents et essayer de persuader les autres parents, de plus en plus de parents. Et en fait, plus vous allez être nombreux finalement et plus vous allez être écoutés. Là, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir la loi avec vous. Nous, on s'est battu pour avoir une loi. La loi, aujourd'hui, elle est là. Donc, ne serait-ce que de rappeler la loi, vous pouvez aussi contacter les services de protection, on appelle ça les DDPP, les directions départementales de la protection des personnes, pour les solliciter, effectivement, si la ville dans laquelle vous habitez n'est pas en règle avec la loi, finalement. Aujourd'hui, il y a Ok, la loi. Heureusement, il y a ce... Encore une fois, elle n'est pas forcément appliquée partout, mais elle existe et donc maintenant, on peut s'appuyer dessus, ce qui n'était pas notre cas jusqu'au 1er janvier 2025. ça marche. Le message est passé. Tania, est-ce que il y aurait un point important que tu voulais aborder et qu'on n'aurait pas spontanément discuté dans le flot des échanges? Euh, Ce qui est important, c'est que les choix politiques aujourd'hui soient vraiment le reflet des connaissances scientifiques. Ce qui est voilà, ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup de domaines, mais celui-ci en particulier. Et on a vraiment besoin que les personnes se mobilisent sur ces sujets-là. Alors, je sais que tout le monde est mobilisé, ou en tout cas, on demande des mobilisations pour plein de thèmes, mais je trouve que on parle beaucoup des 1000 jours, on parle beaucoup de la protection de la petite enfance, mais ce thème, finalement, il est transversal sur plein de sujets. Mais l'alimentation et l'alimentation des tout petits, bah, ça fait partie des grosses portes d'entrée des toxiques aujourd'hui. Et, euh, et, et protéger cette période-là de la vie, elle est vraiment importante. Euh, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut porter ces messages et surtout agir à sa petite échelle. Et puis, effectivement, s'entourer pour agir à l'échelle collective. Mais il faut déjà que, à l'échelle individuelle, on prenne conscience de ça pour pouvoir après aller un peu plus loin. Ok, très bien. Pour les personnes qui souhaiteraient suivre ton travail ou te solliciter pour un accompagnement, est-ce qu'on peut les renvoyer préférentiellement? Eh bien, écoute, on pourra donner mon mail ou mes coordonnées. Voilà, je suis présente sur les réseaux sociaux comme le réseau social LinkedIn où on peut me retrouver très facilement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on en discute ensemble ou mettre en place des choses, soit dans votre entreprise, soit dans votre collectivité. Je serais ravie de pouvoir vous aider. Ok, je mettrai les contacts dans la description de la vidéo. Je te remercie à nouveau d'avoir pris le temps de l'échange. Merci pour les informations utiles, pour les bonnes pratiques intéressantes pour les parents. Et je te dis au plaisir de te croiser en vrai à l'occasion. Merci, moi aussi, j'ai hâte. Ça marche. Merci Tania. Merci Au pour revoir. l'invitation.
Au revoir Guillaume. Au revoir. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.